Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube exclusive où on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Facebook c'est DMG TV. TikTok c'est DMG TV où on fait des directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc n'oublie pas de t'abonner sur Facebook, YouTube, TikTok pour ne pas manquer ni les histoires ni les directs. Voilà, ici on poste uniquement les histoires mystiques. Donc si tu as une histoire mystique, n'oublie pas d'envoyer. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser, toujours laisser un like. Merci pour la force. Et donc maintenant on va passer à la première histoire. Salut à la famille DMG, salut à tout le monde. Je vais raconter une histoire, elle est un peu longue, mais je vais faire un effort de couper ça, qu'elle soit un peu courte. Donc, ça se passe au travail. Je travaille avec quelqu'un, une femme. Il y a beaucoup de gens, mais il y a une femme avec qui on travaille. On est du même pays, mais elle est tellement belliqueuse. Elle arrive, elle me trouve sur le travail. Je suis là depuis plusieurs années. Elle ne connaît pas le travail. Et les responsables, les directeurs disent que moi je dois la former. Et tout ce qu'elle a trouvé, on doit la former, on doit lui montrer. Non, ça se forme sur le tas. On lui montre, on lui montre. Elle est très entêtée. Elle fait ce qu'elle veut, elle fait à sa façon. Elle fait beaucoup d'erreurs. On couvre les erreurs. Parce qu'elle fait les erreurs, si on découvre ça plus haut, on nous vit nous tous. Mais nous, on fait la couverture. On lui dit, fais un effort de ne plus faire les erreurs. Si tu ne comprends pas, laisse. Nous, on va venir arranger. Quand tu ne comprends pas, laisse. Nous, on va venir arranger. Mais elle continue avec les erreurs. On a l'impression qu'elle fait exprès. Elle est, et non seulement ça fait les erreurs, elle est belliqueuse, invivable. Depuis que la femme là est venue dans l'entreprise ici, on travaille ensemble. Il y a beaucoup de comment on va dire, des maisons, différentes maisons, mais la maison dans laquelle on travaille avec elle, l'atmosphère même a changé. On a l'impression qu'elle est polluée, c'est-à-dire que ce n'est pas gai. Quand elle est là, tout change. Il y a des gens qui portent souvent des choses à nous, je ne sais pas. Dès qu'elle arrive comme ça, tout change. L'ambiance va changer, l'air est lourd. Cette femme était impossible à vivre. On supporte, tout le monde le supporte. Elle s'était relée avec tout le monde. Elle finit avec tel aujourd'hui, demain elle commence avec l'autre. Et ainsi de suite. Et voici, il arrive un moment, elle fait une erreur très grave. Parce qu'on finit de travailler, il faut documenter, il y a des choses très précises qu'il faut écrire. Tu signes ton nom, parce que si on va voir l'erreur que c'est toi, c'est à toi qu'on va demander. Alors elle finit son travail, au lieu de signer son nom, elle signe mon nom. Un truc qu'elle avait l'habitude de faire, je lui dis que tu sais quoi, on ne peut plus continuer à te couvrir, c'est déjà un peu trop. Fais quand même, si tu ne comprends pas, laisse. Non, premier jour, elle signe mon nom, elle a fait l'erreur, elle signe mon nom. Deuxième jour, elle fait l'erreur, signe mon nom. Troisième jour, elle fait l'erreur, signe mon nom. Et elle essaie de corriger. Quand tu as signé un nom, tu mets tes initiales, tu corriges, ça laisse la rature, ça veut dire qu'on va voir. Quand les chefs là vont venir, on va voir ça. Et c'est à qui? C'est à moi qu'on va poser la question. Oh, le temps qu'elle travaille et le temps que je travaille, c'est pas les mêmes heures. Et là où elle doit signer, elle ne signe pas, elle laisse sa partie, elle vient signer sur ma partie. Et au moment où je viens signer, je ne peux plus signer puisqu'elle a déjà signé à ma place et elle a raturé. C'était compliqué. Donc je l'ai confronté avec un collègue, j'ai appelé un collègue, j'ai dit qu'il faut qu'on lui parle. On a parlé à deux. Que ce que tu fais là, vraiment, il faut changer parce que ça risque de nous causer le renvoi. Pardon. On a parlé calmement, elle a très mal pris ça. Elle nous a insulté bien. Bien lavé copieusement et dit comment nous on est méchants, on est jaloux, on n'aime pas voir nos frères. Nous on est tous du même pays. Vous n'aimez pas voir vos frères et tout. Vous allez voir, je vais vous montrer. J'étais avec mon collègue commence à avoir peur. Il me dit, ma soeur, moi j'ai peur. Là, on dit qu'elle va nous montrer. Bon, quand la conversation téléphonique est finie, parce que c'était au téléphone qu'on l'avait un peu confronté pour dire que non, il faut qu'elle change. Elle nous a menacé. Quand c'est fini avec la communication à trois, mon collègue me rappelle et me dit que ma soeur, là où c'est là, moi je ne suis plus là, j'ai peur. Vraiment, je n'aime pas les problèmes. Moi, j'ai dit que tu as peur de quoi? On n'a rien fait. Alors, je viens au travail. En fait, j'ai dit à mon collègue que
je n'ai pas peur et je ne lui ai rien fait. Au contraire, c'est nous qui la supportons beaucoup. On risque même de perdre cet emploi à cause d'elle. Parce qu'on ne peut pas la livrer. Donc, on sait que ce que c'est que le travail. Comment une personne qui travaille, tu supportes toute une famille et tout. Donc, on a parlé comme ça et après, comme elle a dit qu'on va voir la maman. Et c'est un travail, moi je fais la nuit, je dors sur mon travail. J'arrive au travail, qu'elle avait dit ça la même nuit, je n'ai pas dormi. Je ne sais pas comment je peux vous décrire ça. C'est quelque chose qui est venu m'attraper comme un monstre. J'ai la paralysie du sommeil. Un monstre qui a une large tête. C'est bizarre à expliquer, difficile à expliquer parce que c'est en même temps c'est une tête qui est très large et c'est en même temps une tête que je peux voir. Mais qui a une bouche comme la bouche de la femme là, une large bouche qui peut prendre toute ma tête. Si toute ma tête peut entrer, ça peut prendre même 3 têtes d'une personne. Ça peut prendre la tête de 3 personnes. Avec les dents, avec une grosse langue, ça voulait me manger. Ça voulait plutôt avaler ma tête. J'étais là couchée comme ça, paralysée du sommeil, au lieu du travail. Là où j'étais couchée, là, parce qu'à un moment, dans ce travail-là, à un moment de la nuit, vers 3 heures du matin, tu peux un peu te reposer pour reprendre à 6 heures. Donc, c'est vers 3 heures, je me suis couchée un peu. La tête là, t'as que paralysée sur le lit comme ça, là, je ne peux pas bouger. Mais par contre, j'avais la main qui était levée. C'est comme si c'était spirituel. J'étais couchée sur le côté, mais c'est comme si c'était... Toutes mes mains étaient... J'étais couchée sur le côté, sur ma main droite, et ma main gauche était sur ma jambe, comme ça, sur mon corps. Mais dans le rêve, là, c'est comme si c'est ma main gauche. Je ne sais pas si c'est le rêve, la réalité. C'est ma main gauche qui était au-dessus, là, qui tenait la tête, là. Je ne sais pas là où cette force-là venait, une main qui poussait cette tête-là. Et je ne pouvais pas me lever, mais par contre, ma main a empêché cette tête-là d'avaler ma tête. Et cette tête-là, c'était une grosse tête, avait un petit corps, c'était vraiment bizarre. Je ne peux même pas tellement dire que c'est difficile à décrire, mais je peux donner quand même une idée. Pour que vous compreniez un peu ce que j'ai vécu. J'ai poussé la tête là. Pour prier, même, il n'y a pas moyen de prier. Pour que je dise au nom de Jésus, c'était dur. Mais j'ai quand même pu dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand elle dit la troisième fois comme ça, c'est parti. Je me suis levée, je me suis assise et je n'ai plus dormi. J'ai dit que voici alors ce qu'on dit souvent que les gens vivent la sorcellerie en direct. Ça, c'est quoi ça? Je me suis réveillée, je me suis assise. Je ne fais que penser à ça. Je n'ai même pas prié. Je ne fais que penser à ça jusqu'au matin. Et le matin, je suis allée voir le prêtre. J'ai expliqué au prêtre. Le prêtre me mettait un peu bizarre. La tête du prêtre, le prêtre était étonné. Mais j'ai compris que par le visage du prêtre, la façon qu'il faisait quand je lui racontais, j'ai senti que ce que j'ai vécu devait être quelque chose de mauvais. Il a prié sur moi, il m'a dit, bon, voilà, tu sais, Dieu est grand, il faut toujours prier, il faut porter la médaille miraculeuse, la médaille de Saint-Benoît, tu mets ça au cou, tu fais béni, tu mets au cou, avant de dormir, tu pries, tu mets un peu de béni, le sel, tout ça. J'ai dit, ok, mon père, moi je suis parti. Il m'a dit, si ça continue, tu reviens. Il dit, d'accord, je suis parti. Le lendemain, quand je suis revenu au travail, comme je travaille la nuit, je suis revenu au travail. La chambre dans laquelle je dors, c'est une maison de travail, c'est interdit même de faire ce genre de choses. C'est vrai qu'il y a les caméras, mais moi j'ai fait. Donc, à un niveau, j'ai fait. À l'entrée, j'ai mis le sel béni. Il y a les tapis, j'ai soulevé les tapis, j'ai mis le sel béni sous le tapis. L'entrée, sortie, la porte d'entrée, la porte de sortie, j'ai mis le sel béni sous les tapis. Heureusement aussi, il y a beaucoup de tapis dans la maison. Les angles des fenêtres, malgré les caméras, moi j'ai mis un peu dans les angles des fenêtres, j'ai mis le sel. Et quand je mettais, je disais que tu traverses encore ici, tu traverses encore ici, au nom puissant de Jésus, tu vas voir. J'ai mis la chambre dans laquelle je dors, j'ai mis le sel. Dans toute la chambre, comme il y a le tapis. Donc quand tu mets le sel dans les tapis, là, on ne peut pas voir. Tout autour de la chambre, j'ai mis. La fenêtre de la chambre, j'ai mis. Les personnes avec qui je travaille même, j'ai un peu mis dans leur chambre. Parce qu'on est dans le système de santé, on travaille dans le système sanitaire, donc les personnes qu'on s'occupe de là, j'ai mis un peu, je dis que même si ce sont les pauvres innocents aussi que tu vas attaquer, tu ne vas avoir personne ici, aux toilettes, partout. Celle bénie, j'ai mis. Maintenant, j'ai commencé à prier quand je suis arrivée dans la chambre où j'étais assise, qu'elle m'a attaqué la nuit précédente. J'ai prié au nom puissant de Jésus. Si c'est toi, j'ai prononcé le nom de la personne qui vient ici me menacer
je ne sais pas si tu es magicienne, tu es sorcière, tu es quoi. Tu as alors dit que je vais voir. Et puis j'ai dormi la nuit, je n'ai pas pu dormir. Heureusement que Dieu m'a protégée. Je ne sais pas si tu voulais croquer ma tête ou quoi. Donc, j'ai prié comme ça que si tu reviens encore, quelque chose va t'arriver dans cette maison. C'est si tu reposes tes pieds dans cette maison, c'est que c'est toi que tu viens encore m'attaquer. Quand tu vas revenir, tu vas venir m'attaquer spirituellement. Tu ne vas pas m'avoir, mais quand tu vas revenir le jour, si tu viens la nuit spirituellement, cette nuit, si tu viens encore m'attaquer, tu ne vas pas m'avoir. Mais demain, quand tu vas revenir dans la journée, tu vas tomber ici. C'est-à-dire que le Seigneur te fasse un signe. Tu vas tomber très mal. Moi, je priais, j'étais fâché. Je disais que le Seigneur casse même son pied. J'étais un peu sadique dans la prière. J'ai dit, casse même son pied aux escaliers. Laquelle montait, tombait, s'évanouit même. J'ai prié comme ça. Et j'ai oublié de vous dire une partie. Quand j'étais sur le lit paralysé comme ça, quand elle est venue vouloir manger ma tête, je poussais avec une main, je poussais. Elle ne parvenait pas à manger ma tête. Quand j'ai dit au nom de Jésus, avant de partir, elle m'a injecté quelque chose dans le nombril. Dans le nombril, au milieu de mon corps comme ça. C'est parti comme ça dans mes pieds. J'ai senti comment c'est descendu dans mes pieds, l'autre est monté vers la tête. Donc le truc est parti dans tout mon corps, comme le courant te frappe. Voilà, ça fait comme ça. J'avais expliqué tout ça au prêtre. Et c'est vrai aussi que ce jour-là, quand j'étais rentré, j'ai bu l'eau bénite, j'ai prié dans la journée. D'abord, je suis parti à la messe du matin. J'ai d'abord pris la communion, ce qui fait que la communion là efface derrière tout ça. Le corps du Christ tue tout ça. Quand je suis donc revenu au travail le soir, j'ai donc prié comme ça. J'ai versé le sel et j'ai prié. Je parlais avec autorité. Je parlais. Heureusement que c'est un travail où je suis seule sur le travail. Comme c'est la nuit, là, je suis seule. Je parlais. J'ai dit que si tu tentes encore de poser ton pied ici, non seulement ça, tu ne vas pas m'atteindre. Tu n'auras rien. Mais demain, quand tu vas venir physiquement travailler, quelque chose va t'arriver. Et c'est là que je vais savoir que c'était toi. C'est là où je vais avoir la preuve tangible que c'est toi. Parce que là, je pense que c'est toi. Ça ne peut qu'être que toi. Je prononce son nom. Et je dis que ce soit moi, que ce soit même mes autres collègues là. Si tu tentes quelqu'un ici, ça va se retourner sur toi. Parce que tu es venu à cette maison, on t'a bien accueilli, mais tu ne laisses personne. C'est comme ça alors que le lendemain, la femme là revient au travail. Parce qu'elle vient la journée, moi je ne suis pas là. Moi je viens seulement la nuit. Donc ça veut dire que quand je viens la nuit, elle rentre. Elle est en train de rentrer quand moi je viens commencer. Donc, quand je viens alors dans la nuit, ma collègue me dit, oh, ma collègue qui a travaillé depuis le matin, qui devait rentrer dans l'après-midi. Je la retrouve encore là-bas la nuit, elle me dit que maman, j'ai travaillé le matin. Dans l'après-midi, est-ce que je pouvais rentrer chez moi? La femme elle est venue ici. Ma collègue était apeurée. Elle me dit, maman, si tu sais ce qui est arrivé ici, oh, je dis quoi? Elle dit que l'autre collègue, elle est venue ici. Elle est venue tomber ici. J'étais avec elle comme ça, on parlait. Après, elle dit qu'elle se sent pas bien, elle est tombée. Elle était évanouie même. J'ai dû la verser un peu l'air sur elle comme ça. Elle s'est levée péniblement. Qu'elle a pu se lever. Puisque ma collègue l'a aidé à se lever et l'a posée sur la chaise. Et c'est là qu'elle raconte à ma collègue que ce n'est même pas la première fois que je tombe. Je suis à tomber là-bas dehors. Je suis tombée là-bas dehors. C'est mon fils qui m'a posé. Mon fils a même dit que rentre. Elle a dit que non. C'est peut-être qu'à la fatigue. Elle est entrée. Elle est encore retombée. On a rappelé encore son fils que papa, pardon, viens chercher ta mère. Ça va pas. L'enfant est encore revenu la chercher. Pour descendre, elle marchait seulement doucement. Moi, je n'étais pas là. On m'a raconté seulement. Elle descendait doucement. Son fils l'a amenée. Elle a fait peut-être quelques jours, elle ne venait pas au travail. Après qu'elle est revenue au travail, elle était déjà gentille avec moi, elle était très très gentille. J'ai dit que quand quelqu'un te fait... Quand tu as dépassé quelqu'un, elle revient gentille, elle devient gentille. Comme ça, elle écarte ses bras, elle ouvre les bras pour m'embrasser et mieux m'étouffer. J'ai dit que ici là, je ne peux pas causer encore avec toi. Ça sera les causeries à distance. Ça dit que c'est seulement que le travail, c'est tout. Et puis dans la prière là, quand j'avais prié là, j'ai dit que Seigneur, si elle est venue ici avec les mauvaises intentions, qu'elle veut nous faire perdre le travail, c'est que c'est elle-même qui va perdre le travail. Maintenant, quand elle est revenue comme ça, je ne sais pas ce qui s'est passé avec le directeur général là-bas, on l'a renvoyé. On a seulement appris qu'on l'a renvoyé. C'est ça que je dis. Dans la vie, faites confiance à Dieu, je vous assure. Dieu est vivant, Dieu agit. Et que
La morale de l'histoire, c'est que il faut être dans tout problème avec quelqu'un, non? Il faut être innocent, il faut être gentil avec les gens. Même si quelqu'un est belliqueux, méchant, tu ne sais pas là où il vient, tu ne sais pas son problème. Reste seulement gentil, fais ce qui est bien, ne l'attaque pas. Reste gentil parce que si elle commence la sorcellerie et que si tu prononces un mot, ça va la prendre parce que tu es innocent. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes bête. Hein? Il ne faut pas aussi entrer sur quelqu'un bête, mais tu l'embrasses. Non, tu gardes la distance. Mais tu es sage, poli, gentil, n'insultez pas les gens. Restez tranquille, restez poli, gentil. Priez votre Dieu. Là, hein, les personnes innocentes, tu as un problème. Quand tu es une personne innocente, le méchant là ne peut pas t'avoir. Moi, je vous ai toujours dit que l'être humain, l'homme avec grand H, quand Dieu nous a créés, il nous a donné beaucoup, une puissance. C'est ancré en nous. Mais c'est à toi de travailler ça pour sortir ça. L'esprit de Dieu là qui habite en nous là. Si tu travailles ça, mais tu seras, ces choses-là ne vont jamais te toucher. Mais aussi, soyons innocents. N'attaquons pas. Soyons innocents. Mais être sage, il faut être sage. Il faut être prudent comme un serpent, simple comme une colombe, mais prudent. C'est comme ça. Il faut toujours avoir les yeux ouverts, ne restez pas, vous dormez, vous rêvez, les gens viennent marcher sur vous alors que vous êtes plein de talents, vous avez Dieu avec vous, Dieu avec tous les hommes. Si tu es honnête, un homme juste, aucun mal ne peut t'atteindre. Si Dieu laisse le mal t'atteindre, c'est parce qu'il veut te montrer quelque chose, il veut t'apprendre quelque chose. Tu sors de là avec une grande leçon, avec une intelligence, une sagesse, c'est ça. Vraiment, je ne vais pas trop m'étendre. C'était ça mon histoire. Portez-vous bien. Continuons toujours dans la prière. Prions, prions, prions. Je vous assure. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour DMG TV, bonjour la famille DMG. J'espère que tout le monde se porte bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse aussi DMG, te protège. Merci pour tout ce que tu fais. Ça édifie beaucoup. Bon, moi, mon histoire, c'est une histoire un peu courte. Elle est assez courte, mais elle sait pas. Je pense qu'on a déjà raconté une ou deux fois sur la chaîne, mais je sais pas, il y a un esprit à chaque fois qui me demande de te raconter encore une fois cette histoire-là. La dernière fois où j'avais écouté cette histoire, la fille disait que ça s'est passé au Mali, je crois, je sais pas. Mais voilà, moi je suis béninoise, ça s'est passé au Bénin et tout. Moi j'étais encore en terminale, c'était en 2018-2019 comme ça. Donc c'est une fille, elle fréquente dans une université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Bon, j'ai déjà donné le nom de l'université comme ça, hein. Mais voilà, je ne peux que dire ça. Apparemment, c'était ça. Et elle vit un peu loin de Cotonou, la capitale. Enfin, les agglomérations de Cotonou, c'est un peu hors de Cotonou, là où elle vivait, c'est loin. Je ne vais pas donner le nom de la localité. Donc, c'est comme ça que, vous savez, à 19h, là, à un moment donné, je pense que c'est un peu partout en Afrique, hein, il y a beaucoup d'embouteillages de 18h à 19h. Tout le monde veut rentrer et tout. Et des fois, quand tu vis loin, tu n'as pas forcément l'argent pour rentrer chez toi. C'est comme ça qu'une voiture, une grosse voiture noire à vitre teinte, s'arrête devant la fille. Et le monsieur, il est frais, tout, hein. Il demande à la fille, ah, vous voulez, je vous dépose. Elle ne réfléchit pas, elle rentre dedans. C'est comme ça, elle dit qu'ils sont dans la circulation, comme ça, avec un peu d'embouteillage. Et elle entend le bruit d'un chat dans la voiture. Et elle demande au monsieur, mais tu n'entends pas le bruit d'un chat? Et le monsieur dit très bien. Il bloque toutes les portières, voiture, vitesse, celle est dedans. À côté du monsieur, le monsieur dit que le chat veut qu'il va téter son sein. Et elle dit non, qu'elle ne peut pas faire. Elle dit maintenant qu'elle a déjà entendu le chat, qu'elle va mourir si elle ne fait pas ça. Prise de panique. Le monsieur aussi, il a changé de comportement. Il n'était plus comme il était. Elle ne veut pas mourir. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle a donné son sein. Voilà. Et puis, voilà, le chat a fait ce qu'il avait à faire. Le monsieur, il n'a même pas déposé la fille là où elle devait aller. Il n'a pas déposé dans sa localité, au fait, quoi, dans l'agglomération en question.
et elle s'est débrouillée, elle est rentrée chez elle. Elle a fait 2 jours, 3 jours. Elle se sentait pas bien, elle était faible. Et le monsieur lui avait dit que si elle dit, elle va mourir. Mais elle n'a pas supporté, elle a écrit une lettre. Elle a déposé dans sa chambre. Elle attendait déjà la mort. C'est comme si l'esprit lui avait déjà parlé, que c'était fini pour elle. Elle a gardé ça pour elle, elle n'a rien dit à personne. C'est comme ça qu'elle est décédée. Et quand elle est décédée, on a retrouvé cette lettre-là. Et puis c'est dans cette lettre-là qu'elle détaillait ce qui lui était arrivé en fait. Donc, moi, je sais pas, cette histoire-là, ça avait un peu jasé dans le temps. Dans toutes les écoles catholiques. Moi, j'ai fait une école catholique, je vais taire le nom. Et dans toutes les universités, en tout cas à Cotonou, là. Notamment le quartier Saint-Michel, Saint-Jean, voilà, c'est les quartiers où c'est là où même l'université même en question est. Mais bref, c'est là où on a bien entendu cette histoire. Après, je sais pas si elle a été déformée de bouche à oreille, tout ça là, mais il y a un esprit à chaque fois qui me dit il faut que je raconte encore cette histoire-là. Et je me rappelle bien quand ça s'était pas, on m'avait raconté en tout cas. C'était aux environs de octobre, septembre. Et voilà, nous sommes dans novembre, là, fin novembre, où moi je suis en train de te raconter cette histoire. C'est juste une petite histoire pour pouvoir demander aux jeunes filles et aux jeunes garçons aussi de faire beaucoup attention. On n'a qu'à faire attention, on n'a qu'à beaucoup prier. Les gens, ils n'ont plus pitié de quelqu'un. Ils n'ont plus pitié de quelqu'un. Ça, là, je vous assure, ils n'ont plus pitié. Même ici en France, on voit des choses incroyables. Et je vais te revenir avec une histoire qui concerne les femmes qui aiment se marier avec les hommes qui ont beaucoup d'argent. Ça, c'est ma maman qui m'a raconté ça. Elle travaille, elle vend au marché Tokpa. Un grand marché en tout cas à Cotonou, au Bénin. Histoire authentique. C'est-à-dire que la dame, elle vient payer chez chez ma maman, et elle racontait l'histoire. Mais moi, je n'écoutais pas. Moi, c'est pas de mes habitudes d'écouter des personnes, grandes personnes parler. Et c'est là, elle m'a dit, la tata qui était là, elle m'a raconté une histoire terrible. Je vais demander à ma maman de me raconter ça encore. Et je vais revenir vous raconter ça. Ok? Ça peut édifier des gens. Et cette histoire de chat là, je pense que c'est pas seulement dans les autres pays, ça se passe un peu partout en Afrique. J'ai l'impression qu'ils sont une organisation, une secte, je ne sais pas. En tout cas, prions et faisons attention à nous. Merci DMG, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci à la famille, abonnez-vous, partagez, likez. Que Dieu nous bénisse et nous protège surtout. Prions, préservons-nous. Amen. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Bonsoir DMG, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais raconter une histoire. C'est l'histoire de ma meilleure amie. Je vais taire le nom du pays et de la ville dans laquelle ça s'est passé. Bon, l'histoire commence, ma meilleure amie, il faut bien suivre le début parce que sinon après, on risque de se perdre un peu. Ma meilleure amie, elle est née, quand elle est née, ses parents se sont séparés. Mais ses parents avaient eu 2 enfants avant elle. Donc, c'était la 3e. Elle est née, ils se sont séparés. Donc, sa mère s'est remariée. Et elle a commencé à sortir avec un monsieur du sud du pays. Et avec ce monsieur, ils ont eu 2 enfants après ma meilleure amie. Voilà. Et il a pris en fait les enfants de sa femme comme ses propres enfants, vraiment comme ses propres enfants. Voilà, donc ils ont grandi, voilà, il a pris les enfants, il les a élevés, il a pris soin d'eux, il les a mis à l'école. Il n'a jamais fait de différence entre les enfants de sa femme et ses propres enfants. Pourtant, lui aussi, il avait des enfants bien avant de rencontrer sa femme, il avait des enfants. C'était une famille recomposée. Voilà. Donc, ma meilleure amie en grandissant, je vais l'appeler Dani. Dani, en grandissant, c'était une fille, elle avait la tête ouverte. Chez nous, on appelle ça la tête ouverte, c'est-à-dire qu'elle voyait des choses la nuit et tout. Bon, elle avait vraiment la tête ouverte et elle a grandi avec. Donc, au fur et à mesure qu'elle grandissait, elle voyait des choses bizarres.
Et on essayait de fermer sa tête, mais ça ne marchait pas vraiment. Je tiens à préciser aussi que son père, son beau-père qui l'a élevé, avant de sortir avec sa mère, il avait eu des enfants. Et la personne avec qui il avait eu des enfants, en fait, il avait fait des enfants avec une femme, je pense, du sud aussi, comme lui. En tout cas, ils étaient tous du sud. Mais le monsieur continuait à fréquenter cette femme-là. Il n'avait pas arrêté de fréquenter cette femme. C'est vrai, la mère de ma meilleure amie, la mère de Dani, elle savait qu'il se passait encore un truc, mais elle n'imaginait pas que c'était vraiment grave en fait. Elle ne pouvait pas penser que son mari pouvait encore retourner jusqu'à avoir des rapports avec son ex-femme. Donc voilà, je tenais juste à préciser ça parce que c'est important pour la suite de l'histoire. Donc, elle avait la tête ouverte, ma meilleure amie, vraiment, elle voyait des choses. Un soir, elle avait, je pense déjà 20 ans, 19-20 ans. Elle dormait, tout le monde dormait déjà dans la maison. Et elle a fait comme une paralysie du sommeil. C'est-à-dire, elle dort, mais elle est éveillée. C'est-à-dire, elle ne dort pas vraiment en fait. Elle est éveillée, elle voit ce qui se passe. Et dans sa paralysie du sommeil, elle voyait l'ex-femme de son beau-père. Elle la voyait, son ex-femme qui lui disait que voilà, je suis partout dans la maison, je suis dans ta chambre, je suis au salon, je suis dans la chambre même de tes parents, je suis partout dans cette maison, vous ne pouvez pas m'enlever d'ici. Donc, en fait, elle fait une crise, en fait. Comme elle avait vraiment la tête ouverte, elle voyait vraiment des choses. Elle a fait une crise. Elle a commencé à trembler. Ses parents se sont réveillés, ils sont venus et ils ont essayé de lui mettre le foulard pour qu'elle essaie un peu de faire, pour fermer en fait sa tête. Et la fille est revenue à elle. Quand elle revient à elle, on lui demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu? C'est là où elle commence à expliquer. Et sa mère lui dit que mais j'ai fait le même rêve. La même chose. En fait, la mère et la fille ont fait exactement le même rêve en même temps. En même temps. Vraiment, elles étaient choquées, scandalisées. Donc voilà, elles se sont mises en prière, elles ont commencé à prier. Le monsieur aussi a prié. Donc un jour, le monsieur était parti, il a dit à sa femme qu'il partait à une fête. Mais il n'a pas dit à sa femme qu'il partait à une fête de son ex-femme. Donc, il est parti à la fête et il est revenu de cette fête avec 3 oranges. Il est revenu de la fête avec 3 oranges. Il a donné une à sa fille et une à son fils avec qui il a eu les enfants qu'il a eu avec sa femme, la mère de ma copine. Donc, il a donné une et lui-même, il a gardé une. Donc, quand la mère de ma copine a vu ça, elle s'est dit, mais non, je ne veux pas que tu donnes. Je ne sais pas d'où viennent ces oranges. Suce-les toi-même. Elle a arraché les oranges au plus petit. Elle a donné les oranges au monsieur. Elle a dit, suce à toi-même. Le monsieur a sucé les oranges. Quelques temps plus tard, la santé du monsieur commençait à se dégrader. Sa santé se dégradait. Ça n'allait pas vraiment. Il était devenu vraiment bizarre. Jusqu'à vraiment, on l'a emmené à l'intérieur du pays parce que dans notre pays, on a un grand hôpital à l'intérieur du pays qui soigne vraiment les gens. Mais même là-bas, ils n'ont pas pu trouver sa solution. L'hôpital l'a rejeté. Et le monsieur ne faisait que m'écrire. On l'a donc amené chez les praticiens. Et on l'a amené chez le praticien. C'était une dame. La dame a dit que le monsieur sait ce qui lui arrive. Peut-être qu'il n'en est pas conscient tout de suite, mais il sait ce qui lui arrive. Il doit se confesser. Les parents ne comprenaient pas. Et donc la dame a commencé à consulter
elle consultait. Elle a vu, en fait, dans le monsieur Jean, dans ce qui se passait, en fait, en lui, elle a vu une femme assise. Et la femme là qu'elle a vue, c'était sa femme. C'est comme ça qu'elle a vu les choses. Et donc, quand elle revient en elle, elle dit non, allez chercher, allez chercher sa femme. Et je tiens à rappeler que c'est sa femme, la mère de ma meilleure amie, et les parents du monsieur qui l'ont accompagnée à aller se faire soigner. Mais les gens ne comprenaient pas, mais comment ça, sa femme? Je suis sa femme. La mère de Dani disait, mais je suis sa femme. Elle a dit, non, tu n'es pas sa femme, ce n'est pas toi que je vois ici. Je vois une femme. Elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est elle qui l'a rendue comme ça. C'est elle qui l'empoisonnait à petit feu. À chaque fois qu'il partait chez elle, elle lui donnait à manger et par le sexe, elle réussissait à empoisonner le monsieur à petit feu, à petit feu. Et le coup fatal, c'était les oranges. La praticienne a parlé de ça. Et c'est là où la dame s'est rappelée que, ah oui, mais il était rentré avec les oranges et tout et tout. Là, la maman, la femme l'a dit, mais oui, ce sont ces oranges-là qui l'ont terminé. Elle avait déjà mis le dernier coup dans les oranges. Et là, la seule personne qui peut le sauver, c'est elle. Et le monsieur aussi, malgré sa faiblesse, malgré qu'il était amaigri, il a commencé à se confesser que oui, je la voyais encore, je partais encore chez elle, j'allais souvent là-bas, parfois je te disais que j'allais à des fêtes, mais c'était pas n'importe quelle fête, c'était avec elle, je la revoyais encore, et moi on avait encore des rapports et tout, il a commencé à se confesser. Quelques jours plus tard, le monsieur est décédé. La famille est revenue dans leur ville où ils vivaient. Et même au décès du monsieur, c'était vraiment grave parce que ma meilleure amie, elle voyait toujours, elle avait toujours des signes qui lui disaient que c'était cette femme qui avait tué son père parce qu'elle le considérait comme son père. Donc c'était un peu ça ma petite histoire. La morale de l'histoire, c'est vraiment les ex. Une fois que tu as quitté quelqu'un, tu ne retournes plus avec cette personne parce que tu ne sais pas de quoi la personne est capable. Si quelqu'un que tu as laissé te reçoit encore avec la même fougue qu'avant, c'est qu'il y a un problème, sachant que tu es marié et que tu as une nouvelle femme et que tu as même fait des enfants. Mais la personne continue à te recevoir, continue à te mettre bien. Ça peut cacher quelque chose de bizarre. Donc c'était ça mon histoire. Bonne soirée DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la quatrième histoire. Bonsoir DMJ, bonsoir la grande famille de DMG TV. J'espère que vous allez très bien. Je reviens avec une histoire plutôt très sérieuse, vraiment très sérieuse, qui s'est passée dans la vie d'un jeune garçon, d'un jeune monsieur, disons ça comme ça, qui dans son élan de panafricanisme, de recherche de recherche de la source. Il a voulu retourner à la source sous les langues kémites. Je n'ai rien contre les kémites. Je raconte juste une histoire qui est en train de se passer. Donc vraiment, que les gens soient attentifs et cherchent vraiment à comprendre la leçon de morale et non à juger, les antagonistes. Pardon. L'histoire se passe en France et au Cameroun. C'est un jeune garçon, un jeune homme qui va à l'étranger, dont la famille n'est même pas nantie proprement dit, mais on s'est battu. Quand il a fini avec ses études secondaires, il a fini avec sa licence, il a eu la chance d'aller continuer en France. C'est donc comme ça que quand il arrive, il y a une nouvelle atmosphère, de nouvelles personnes et tout. Et c'était quelqu'un d'assez ouvert, d'assez agité, d'assez fougueux. Il se pourrait qu'il soit arrivé là-bas
Comme sur les réseaux sociaux, TikTok, il y a des élans de panafricanistes qui décortiquent ce que les Français, généralement, comment dire, parlant de ceux de l'Afrique francophone, ce que les Français ont eu à faire en Afrique, comment est-ce que l'Africain ne doit pas se laisser faire et tout. En tout cas, nous connaissons tous les thèmes qui sont abordés généralement sur certains lives. Donc du coup, il était très actif sur des lives qui parlaient de panafricanistes et autres. Et ce qui se passe, c'est que un jour, pendant qu'il était en train d'écouter ces lives-là, le thème qui avait été abordé, c'était le retour aux sources. C'est donc comme ça qu'il écoute, c'était un live avec des kémites qui partageaient en fait que Jésus c'est un égrégore, que la religion qui nous a été imposée était une religion morte, que on nous a tapé, nos parents, on a versé le sang de nos parents pour pouvoir nous imposer ces religions et le tratra et le blabla qui passe souvent généralement avec. Mais comme on dit, il y a des esprits qui sont forts, qui vont rester déterminés, carrés sur leur foi et leurs croyances. Mais la sienne n'a pas été forte, aussi forte que ça. Il a commencé à se pencher sur sur les arguments kémiques. C'est comme ça qu'il a commencé à vouloir rechercher la source. L'école même qu'il allait faire, c'était déjà devenu comme une association pour lui. Donc, c'est-à-dire les notes même commençaient à baisser et tout. Mais il était vraiment à fond dans l'idée de pouvoir se reconnecter à la source spirituelle. Donc, c'est-à-dire, il s'intéressait beaucoup maintenant à la spiritualité. Ah, voilà maintenant que dans les différents débats, c'est comme ça qu'il commence à multiplier dans ses quêtes vers la spiritualité, vers le kémitisme et autres. Voilà maintenant que il est allé, il a écouté, il a essayé d'entrer en contact avec certains kémites sur la toile. C'est donc comme ça qu'on a certains lui ont proposé de l'initier parce que pour le kémite, l'initiation c'est la base pour pouvoir connaître les secrets. Quand on dit en spiritualité, il est important de se faire initier aux cultures, aux valeurs traditionnelles, ancestrales et blablabla. Voilà donc il a donc décidé de se faire initier. Et celui qui devait l'initier, c'était un natif du Congo-Kinshasa. C'est comme ça qu'il se bat, vu que généralement quand on est étudiant, on fait les jobs comment est-ce qu'ils appellent ça? Les jobs pour étudiants, on travaille chez McDo et autres. C'est comme ça qu'il se bat. Il parvient à avoir un billet d'avion. Quand il a détermination, il était vraiment déterminé à pouvoir grandir spirituellement. Il y avait les petites recettes qu'on lui demandait déjà de faire et il commençait à avoir les songes où il se voyait avec des gens, où on lui parlait, où il avait la sensation que avant que quelque chose ne lui arrive, que on lui allait à révéler et tout ça. Il a donc pris sur lui d'aller voir celui qui devait l'initier au Congo. Il est arrivé au Congo, on l'a initié, mais on l'a initié à l'esprit de l'eau. C'est-à-dire, l'initiation, c'était, le lier en fait à l'esprit de l'eau. Quand il est quitté de là, il a fini son initiation, il est retourné en France, sans dire à sa famille. Quand il est arrivé en France, c'est où ses problèmes ont commencé. Il a commencé à voir les gens chez lui. Vu qu'il habitait, il avait pu prendre une petite chambre personnelle et commencer à sentir la présence, à voir les gens chez lui, à ressentir les présences. Il dormait, il se réveillait, il voyait de l'eau au sol. Il a commencé à se poser des questions.
Et c'est comme ça que quand il dormait, il se réveillait, le lit était mouillé. C'est comme si on lui avait versé de l'eau. Comme si on lui avait versé de l'eau sur le lit. Il commençait à avoir, comment on dit, les crises. Il commençait à avoir les crises. Et on l'a interné en France. Quand on l'interne en France, les crises continuent. Il parle aux gens, on dit qu'il parlait aux gens, il disait qu'il voyait les gens, qu'il sortait avec les gens. Il ne pouvait pas rester sans eau. Il était toujours en train de réclamer l'eau, qu'il avait soif. Des choses comme ça. Voilà donc, après quelques temps, ça a baissé. On a jugé bon que non, ça va, c'était juste des crises psychotiques et autres. On l'a relaxé. Donc, par la grâce de Dieu, il a continué à faire. Il a fini avec son école. Dès qu'il a eu le diplôme, c'est où il a commencé à se sentir persécuté. Donc, il dit qu'il se couchait, il ressentait comment on le tapait. Donc, on le tape dans le rêve. Donc, il se voit dans la forêt. Il voit comment est-ce qu'on le tape. On le tape copieusement. Il se lève, il est fatigué, il est cassé. Il est fatigué, il est cassé. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Et depuis qu'il avait eu son papier, son diplôme, on le tapait comme ça chaque nuit. Peu importe ce qu'il faisait, tout ce qu'on lui a montré au courant de l'initiation et tout, ça ne passait pas. On le tapait chaque nuit. C'est comme ça donc qu'il est rentré. Quand il prend dans le vol, il arrive à Simalène, prend la route pour l'Est, son village natal. Il prend la route pour l'Est. Une fois qu'il est sorti du bus, il a posé son pied sur le sol. Il a commencé à être fou. Il a commencé à courir partout. Les gens se posaient la question et tout. C'est un de ses cousins éloignés qui, un de ces quatre, le trouve, le voit et se pose la question de savoir s'il ne connaît pas la personne. Et effectivement, c'est où il se rappelle, ah, ça c'est mon cousin qui était en France comme ça. Comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir être fou ici? C'est comme ça qu'il appelle donc ses frères, il appelle la famille. On vient le chercher. Quand on vient le chercher, on le ramène au village. C'était pas facile, hein? On le ramène au village. Il y avait toujours l'eau qui coulait sur lui. Il y avait toujours d'eau. Il suait toujours en abondance. Il suait en abondance. Comme à l'Est Cameroun, eux-mêmes ne sont pas des enfants de cœur. Parce qu'en ce qui concerne la spiritualité, à l'Est Cameroun, c'est la forêt. Ce sont les esprits des forêts. Donc, quand ça s'est passé, on l'a amené au fin fond. Ils sont allés voir les initiés au fin fond de la forêt. C'est comme ça qu'ils sont arrivés. On l'avait attaché. Quand ils sont arrivés, les initiés ont demandé qu'on le détache. Ils ont fait un grand feu où tous les malades, les personnes qui venaient pour les problèmes spirituels avec les différentes familles, se plaçaient autour du feu. Ils ont commencé à danser les danses initiatiques et tout. Quand ils ont commencé à danser les danses initiatiques, lui, l'eau coulait de lui. L'eau coulait de lui. L'eau coulait de lui. Et il y avait une voix qui disait, tu m'amènes ici pourquoi? Tu m'as amené ici pourquoi? L'eau coulait de lui, l'eau coulait de lui. C'est comme ça donc on l'a pris, on l'a amené dans la forêt. Les initiés l'ont amené dans la forêt. Il a passé là-bas 7 jours et 7 nuits. Quand il ressort de la forêt, c'est où il fait comprendre donc que, parce qu'il était devenu lucide, c'est où il fait comprendre donc que voilà ce qui s'est passé. L'histoire que je viens de vous raconter en amont. Il est arrivé, il était intéressé et ça a chuté au niveau des Kémites. Il allait jusqu'à se faire initier. C'était au bord du fleuve Congo et autres. Et il est rentré, il se sentait bien, mais après il a commencé à avoir ses crises et tout. Il a raconté tout. C'est où les initiés ont commencé à le gronder,
La famille était révoltée parce que les initiés le grondaient en lui disant il allait prendre un esprit de l'eau. Pourtant, son égrégore familial était relié à la forêt. Et lui-même était destiné à être initié à son tour parce que sa famille n'était pas aussi une famille aussi doucement que ça. C'est donc la confrontation entre les deux esprits qui donnait en fait les crises psychotiques, la folie qu'il ressentait et tout. Parce que c'était le combat entre les deux égrégores, dans les deux esprits qui étaient en train de se combattre pour pouvoir avoir le dessus. Mais comme il était natif et dans son sang, il y avait l'esprit de la forêt était bien ancré dans ses gènes depuis des générations. C'était son esprit, comment dire, de tutelle. C'est pour ça que ça l'a calmé et ça a tout fait pour pouvoir le ramener sur la terre de ses ancêtres pour qu'il soit délivré. Et on dit que pendant sa délivrance, on a dû le mettre au milieu du feu. Il criait, il disait des mots qui n'étaient pas cohérents au milieu du grand feu, mais il ne se brûlait pas la peau. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait ça. Moi-même, je suis dépassée par les événements. Donc, c'est vrai qu'il est au village, hein. Il n'est plus parti dans toutes les études qu'il a fait en France là ne servent plus à rien. Il est toujours avec les initiés là. Ça fait aujourd'hui 3 mois qu'il est toujours avec les initiés. Moi, je tiens juste à donner comme conseil à nos frères et à nos soeurs. Quand vous décidez, quand vous vous levez, vous dites non, nous voulons nous rattacher à nos ancêtres, nous voulons nous rattacher à la source africaine et tout ce qui va avec, faites attention. Dans la mesure où vous ne connaissez même pas d'abord qui vous êtes, qui sont vos grands-pères, qui sont vos arrière-arrière-grands-pères, si vous n'êtes même pas capable de savoir quelle est votre lignée, d'où est-ce que vous venez, à quel esprit vous êtes lié, ou quel Dieu est-ce que vous avez servi depuis de génération en génération, quel pacte par exemple votre arrière-arrière-grand-père a eu à faire avec une entité. Si vous ne savez rien de tout ça, évitez de vous faire initier par des gens qui ne sont pas forcément des personnes qui sont sous la même tutelle spirituelle que vous. Faites très attention. Cette expérience a failli lui coûter la vie. Aujourd'hui, nous ne savons pas quelle sera l'issue. Ou lui-même, il va être initié, commencer à travailler parce que c'était l'appel de départ. Ou il va finir vraiment et après, il va retourner à la vie civilisée. On ne sait pas. Actuellement, il est en forêt. Ça fait 3 mois. Faisons attention. La spiritualité, ce n'est pas pour les enfants. La spiritualité, ce n'est pas pour les aventuriers. On ne s'aventure pas là-bas. Lorsque vous partez, vous décidez d'entrer dans la spiritualité, peu importe que ce soit la magie blanche ou la magie noire, ayez les pieds sur terre. Sachez où vous partez. Parce que si vous faites l'erreur de pouvoir poser votre pied où il ne faut pas, et dites-vous que lorsque vous faites même ces affaires-là, en tant qu'Africain, il faudra que votre terre à vous soit du même ordre, donc c'est-à-dire vous donne l'énergie possible pour pouvoir avancer. Si vous n'avez pas la bénédiction de chez vous, chez Africain, si vous n'avez pas la bénédiction de votre terre natale, qui vous a vu naître, dans la spiritualité, vous serez faible et on va vous anéantir. Vous serez juste une brebis bien pour l'abattoir. Faites très attention. Nous ne savons pas combien de jeunes sont morts, on ne sait même pas, de manière bizarre, tout simplement parce qu'ils voulaient s'amuser à pouvoir jouer avec le spirituel. Faites très attention. Donc, c'est pas parce que on dit c'est un nouveau mouvement, c'est un nouveau... Avant de vous amarrer au nouvel ordre, au nouveau mouvement, posez-vous d'abord la question de savoir qui vous êtes. Donc, c'est sur ce vraiment que je vous laisse. J'espère que, à bon entendeur, salut. J'espère que vous allez comprendre et que ce message va vous ouvrir les yeux de grâce.
Prenez soin de vous. Très bonne journée. Merci encore DMG. Merci vraiment pour l'initiative. Vivement que ça sauve de vie. Très bonne journée à vous tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMG. Bonsoir à toute la communauté DMG. Excusez-moi, je suis payant. Je vais vous raconter une histoire douloureuse parce que ça concerne ma mère. Cette histoire a gâché toutes nos vies parce que mes frères et moi sommes impactés par ça. Ma mère a toujours été l'enfant qui pensait qu'elle était là bien parce qu'elle rendait service à toute sa famille paternelle ou maternelle. Ma mère était capable de rendre service à un chien pour se faire bien voir. Moi, j'ai commencé de grandir. Ma mère était toujours dans ça. Rien pour nous, tout pour sa famille. Jusqu'à ma mère a contracté une alliance avec un homme avec qui elle a fait des enfants. Ils sont allés dans une autre province vivre chez mon grand-père, le père de ma mère. Mon grand-père n'aimait pas cette relation, mais il les a un peu gérés comme ça. Quand mon grand-père décède, il lègue à ma mère la maison, le terrain, tout ce qui est là. Ma mère fait comme elle connaît faire là. Elle prend les gens, commencer. Oh, c'est au niveau de mon père, une parcelle. C'est le truc, une parcelle. C'est jusqu'à elle a fait venir sa soeur, même père, même mère. Parce que mon père a eu des enfants avec 4 femmes, était polygame. Voilà son vrai problème et mon problème. Cette femme-là et ma mère ne se sont jamais réellement entendues. Mais ma mère a toujours forcé d'être sœur avec sa sœur. Tu as déjà vu ta sœur qui vient enlever ton drap. Tu as de mettre ton mari. Elle prend ça pour mettre directement sur son lit avec son mari d'homme. J'ai vu ça. Elle faisait même mes chaussures. Elle prenait directement pour donner à son enfant. J'ai vu ça. Jusqu'à m'a coupé les cheveux à ras. Parce que j'étais impoli. La poussée l'a jeté en toilette. Ma mère était là toujours. Boum. Oh, c'est sa petite soeur. L'erreur qu'elle a faite, c'était de lui couper une parcelle. Jusqu'aujourd'hui, je parle à cette affaire en cours. Ce n'est pas au tribunal, mais ça continue à la sorcellerie. Parce que DMG, communauté, ma mère est morte à cause de ça. Sa soeur a perdu un de ses petits-fils. Ma mère ne l'a même jamais connu. Parce qu'elle était chez moi. On nous a seulement annoncé comme ça que elle ne se parlait plus. Ta soeur a perdu un petit-fils. Ok, désolé. Mais sa soeur, on a fait une vendetta. Elle est partie, jusqu'à elle-même, elle a trouvé la mort. Mais dans la mort, il fallait que ma mère la suive. Jusqu'à ses enfants sont allés acheter de la viande pour transformer à la viande de biche. Ils ont fait semblant, oh maman, pardon. Ils ont tué ma mère avec ça. Elle aussi, je ne sais pas ce qu'elle avait vu dans eux, ou c'est l'envoûtement. Pendant qu'on avait déjà surpris sa soeur là, à plusieurs représentants d'enterrer les choses devant la porte. DMG,
Ma mère est morte, ma mère a vu tout ce qui s'est passé. Elle nous a tout expliqué. La haine, la jalousie. Ma mère était jumelle. Elle a même su que sa jumelle ne l'aimait pas. Que sa jumelle couchait avec notre père. Elle a vu ça. Ma mère aujourd'hui est morte. Je ne sais pas. Arrêtez de faire confiance aux gens. Je ne sais pas qui va faire confiance un jour. Essayez de vous gérer autrement, mais je ne sais pas comment. Je vous parle d'une partie de mon histoire, une partie sur de ma mère. Merci. Si ça vous a intéressé, ça vous a rappelé quelque chose. C'est une histoire réelle. Moi, je suis gabonaise. Merci, DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté. Je reviens avec une autre histoire. Et cette histoire m'a été racontée par celui qui a vécu l'histoire. C'est un ami taximan. Donc ce jour-là, je vais direct rentrer dans le vif du sujet. Ce jour-là, il travaillait de nuit. Et comme à leur habitude, une fois que le taximan circule et il arrive des moments où il se gare quelque part, le temps de prendre une pause, il a vu deux jeunes femmes de l'autre côté du goudron garer une voiture personnelle. Et elles sont descendues de la voiture et elles sont venues vers lui plutôt. Et elles ont dit, voilà, est-ce que vous travaillez? Il dit, oui, je travaille. Il dit, mais elles sont montées derrière. Ils ont dit, nous avons besoin d'une course, mais c'est plutôt une course spéciale. Et nous avons besoin de louer votre taxi pour au moins 1 heure, 2 heures autour. Combien ça peut nous coûter? Le gars donne une somme et la somme paraissait dérisoire pour elle. Elle semblait avoir assez d'argent. Elles vont dire, non, ne vous inquiétez pas donc pour ça. Conduisez-nous au premier endroit qu'on va vous indiquer. Donc elles ont indiqué le premier lieu. Arrivé là-bas, et apparemment elles cherchaient quelque chose. Elles cherchaient quelqu'un. Et elles n'ont pas vu la personne. Elles ont donné un deuxième lieu, ils sont partis, il n'y avait toujours pas ce qu'elles cherchaient. Troisième lieu pareil, quatrième, et jusqu'à 5e lieu finalement, c'était sous un pont. Et elles vont s'exclamer en disant et voilà, c'est lui, il est là. Et lui, surpris, il n'a pas compris. Il a dit, qui est là? Elles n'ont pas voulu répondre, elle a dit, attendez-nous là juste, attendez-nous. Lui, il était plutôt confiant. Il s'est dit, deux belles jeunes femmes, elles ont l'air plutôt friquées. Il n'avait pas de soucis, il n'avait pas de quoi s'inquiéter. Donc, il les avait vus garer leur voiture. Donc, c'est pas à cause de cette somme dérisoire qu'il leur demandait pour 2 heures qu'elles allaient fuir. Donc, lui, il est resté calme. Il regardait, elles sont descendues de la voiture. Et elles sont allées sous le pont. Et par curiosité, il a voulu guetter. Il a vu qu'elles allaient vers un fou. Il n'a pas compris. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et subitement, il a vu qu'elles ont commencé à caresser le fou. Et le fou, comme bizarrement, le fou les a comme reconnus. Donc c'est comme si c'était pas la première fois. Et un fou, quand on perd la raison, en bas, il y a toujours la raison. On perd pas la raison en bas. Et donc, il s'est levé. Et les jeunes femmes ont fait ce qu'elles avaient à faire. Et ils ont couché ensemble avec les deux. Et elles ont fini, elles se sont rhabillées et puis elles sont revenues dans le taxi. Et elles vont dire au gars, ramène-nous, ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec vous, ce sont nos affaires, ça ne vous concerne pas. Nous, on va vous payer votre argent, vous avez fait votre travail et vraiment, ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec vous. Et le gars, choqué, il a conduit, il a ramené là où les dames avaient pris la course. Et elles ont donné plus que même l'argent qu'il avait demandé. Ils ont dit en tout cas merci beaucoup et bonne soirée. Elles sont descendues, elles sont remontées dans leur voiture. Comme si de rien n'était. Il était choqué. Il a dit mais dans quel monde nous vivons? Dans quel monde on vit? C'est fou. Tout ça, c'est pour la part du gars. N'enviez pas les gens, vivez votre vie. Et
Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Comme il est dit, à chaque jour suffit sa peine. Et n'enviez pas les gens. Non, vraiment, n'enviez pas les gens. Vous savez jamais comment ils vivent. Souvent, à force d'écouter les histoires sur DMG, on comprend que si vous faites le parallèle avec la plupart des histoires que nous avons entendues ici, beaucoup d'histoires sont liées à la richesse. On comprend par là, quand on dit que l'argent est la racine de tous les maux, c'est pas très faux. Beaucoup d'histoires sont liées à la richesse. Les histoires affreuses que nous entendons ici, c'est toujours l'homme qui va vers la richesse, c'est toujours l'homme qui va vers l'argent. Et faites attention, contentez-vous vraiment de ce que l'on vous donne, de ce qui vous tombe dessus tous les jours. Et ne soyez pas gourmand, ne soyez pas trop gourmand, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et c'était tout, c'était mon histoire en tout cas, merci. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez et surtout donnez de la force. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Telegram, Facebook et ainsi de suite. On se reprend demain à 12h00 pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, bye bye, portez-vous bien.